Bon, eh ben on y va. On va faire ça simplement et assez rapidement quand même. D'abord, bonsoir. Merci d'être venu assister à cette conférence. Et déjà, je me demandais un peu de comment j'allais présenter ça, mais là, c'est encore plus compliqué. Donc, à l'instigation du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, on m'a demandé de venir parler un petit peu de l'économie maritime au sens très large, et puis de qu'est-ce qu'un cluster maritime peut apporter au développement de l'économie maritime. Donc on va essayer de regarder ça ensemble assez rapidement. Avant, permettez-moi de me présenter un peu quand même pour que vous sachiez sur quel fondement je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc je m'appelle Frédéric Moncani de Saint-Aignan, je suis le président du cluster maritime français et j'ai été capitaine au long cours il y a assez longtemps, comme mes cheveux blancs peuvent vous le montrer. Puis après j'ai été pilote maritime et vous savez ce que c'est qu'un pilote maritime? Non. Bon, ben, je vais vous le dire déjà. Vous savez que les marchandises, plus de 90% de tout ce que nous consommons, et ici encore plus qu'ailleurs, arrivent par voie de mer. Donc sur des gros bateaux que l'on appelle soit des cargos, soit des porte-conteneurs, soit des paquebots, et soit des pétroliers. Et ces bateaux, dans le monde entier, avant de rentrer dans un port, ils ont besoin de quelqu'un qui connaît le lieu, si on peut, d'un pratique, qui va monter à bord et qui va guider le bateau, qui va conduire le bateau jusqu'au quai en toute sécurité. Voilà ce que c'est qu'un pilote maritime. Donc c'est un capitaine de la marine marchande qui se spécialise dans une zone et qui conduit les bateaux dans cette zone-là. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai eu diverses fonctions de gestion ou de management de cette profession, et pour finir, comme président du cluster maritime français. Alors, pourquoi un cluster? Et d'abord, pourquoi une économie maritime? Bon, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais on va essayer de le faire vite au moins. Si on se pose 3 questions fondamentales pour l'avenir de l'humanité, on va essayer de faire ça, on n'est pas très nombreux, on devrait pouvoir les résoudre ensemble. On est aujourd'hui à peu près 6 milliards d'individus sur la planète. Demain, 2030, 2035, les projections, c'est 9 milliards d'individus sur la planète. Donc c'est juste 30% de plus. Et on se dit, ces gens-là, dans un espace contraint, dans un temps contraint, il va falloir les nourrir, il va falloir les soigner, il va falloir leur apporter de l'énergie, et il va falloir leur apporter et transporter tous les biens nécessaires à la consommation, à la vie courante. Et donc la question fondamentale, c'est comment on fait? Qu'est-ce qui va nous permettre de résoudre cette triple équation? Et évidemment, la réponse, c'est la mer, l'océan. Puisque dans l'océan, on trouve de l'énergie, dans l'océan, on trouve des molécules, des bio-ressources qui vont permettre de nourrir, de soigner, et puis avec l'océan, on peut transporter. Et donc, si on est d'accord sur ce précepte-là, la conclusion suivante, elle est évidente, c'est le XXIe siècle sera le siècle de la maritimisation, le siècle de la maritime. Et si on est aussi d'accord sur cette deuxième conclusion, eh bien on se dit maintenant il faut mettre tout ça en ordre, mettre tout ça en place. Et puis on a eu à ce moment-là regardé les atouts français ou des départements et territoires et collectivités associés à la France. Et on voit que la France a la plus grande zone économique exclusive, 11 millions de kilomètres carrés. C'est la deuxième au monde, après les États-Unis, mais c'est la première en qualité, je dirais, puisqu'elle est sur tous les océans. Pour paraphraser une phrase assez célèbre, le soleil ne se couche jamais sur la zone économique exclusive française. Donc on a un grand terrain de jeu. Avec ce terrain de jeu, on a pas mal d'acteurs, des acteurs de premier plan, des industriels, des chercheurs, des scientifiques. Donc on a le terrain de jeu, on a les industriels, on a les acteurs, les joueurs. Maintenant, il faut mettre un peu tout ça en musique. Il faut un peu élaborer les règles et puis faire que cette équipe de France du maritime soit au rendez-vous de cette maritimisation du monde et avec ses atouts et avec ses joueurs puisse en assurer le leadership
Starship, ou du moins une part. Et il y a une étude assez récente de l'OCDE qui montre que l'économie océan, qui aujourd'hui est à peu près de 1500 milliards de dollars par an, sera en 2030 d'à peu près 3000 milliards de dollars par an, donc juste le double. Et donc si la France, par ses atouts, par ses joueurs, pouvait en capter 5-10%, c'est pas encore trop ambitieux, 5-10%, vous faites le calcul, et vous voyez que ça fait quand même un levier de croissance particulièrement exceptionnel. Et évidemment, quand on arrive dans le Pacifique, soit avec la Nouvelle-Calédonie, soit avec la Polynésie française, n'est-ce pas mon cher Stéphane, on est juste à la moitié de la zone économique exclusive française, puisque 11 millions de kilomètres carrés, là c'est 6 millions. Donc on voit qu'on est vraiment sur le territoire. Bon, voilà, là c'était vraiment pour planter le décor. Alors, j'ai préparé un PowerPoint qui est un peu long, et comme on est quand même entre nous, on va essayer d'aller vite. C'était juste pour vous montrer ce que c'est que l'économie maritime. Vous le savez, mais de temps en temps, c'est pas mal de remettre les choses en place, les idées en place, et d'enfoncer quelques portes ouvertes. Alors, le tableau qui est là, j'aime bien commencer par ça, parce que je trouve qu'il symbolise pas mal ce que je vais essayer de vous présenter. C'est un peintre de marine, Nicolas Vial, qui l'a fait pour le cluster, et je trouve que, vous voyez, vous avez cette espèce de bateau puissant, assez ancien, mais encore en bon état, qui est blanc, rouge, puis il y a du bleu, donc on voit que ça symbolise la France. Il est malheureusement entravé par, alors on appelle ça des haussières dans la marine, hein. Aujourd'hui on va appeler ça des cordages pour faire simple. Il est entravé par des cordages, pas tous de première génération et pas tous très bien agencés, et donc il ne peut pas partir, et au loin derrière il y a quand même des navires sombres, puissants, menaçants qui menacent de le doubler. Donc ça symbolise juste cette économie maritime qu'il faut qu'on libère, qu'il faut qu'on lève les freins, qu'on lâche ses haussières, qu'on lâche ses cordages, et que ce navire prenne la mer et soit devant les deux autres si c'était possible. Alors, donc la France, une nation maritime, donc vous avez au tableau quelques chiffres qu'il faut non pas retenir mais avoir en tête. Globalement en France, c'est 69-70 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un peu plus de 300 000 emplois. Et on voit que quand ces deux chiffres-là placent le secteur maritime devant l'automobile, devant l'aviation, devant les télécommunications. Et donc, paradoxalement, quand on pense à la France maritime, quand on pense à la France industrielle, on ne pense pas au maritime en premier, alors que l'on devrait penser au maritime en premier. Donc ça, c'est ce que je vous disais, on a des joueurs. Bon, on a des joueurs et on a le terrain de jeu. Voilà le terrain de jeu. C'est les territoires maritimes français, donc c'est bien sûr l'Hexagone, mais vous avez aussi des clusters maritimes dans les territoires qui sont la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis vous avez aussi un petit pavillon là qui est à Singapour, et il y en aura bientôt un à Hong Kong. Donc vous voyez, alors ça c'est, on va dire, l'emprise des clusters maritimes sur la planète, et je vous l'ai dit, c'est l'intégralité de la planète. Et puis, il faut tout de suite dire que le développement de l'économie maritime ne peut se concevoir que dans un développement durable. Pas par, par idéal, bien que, mais simplement, c'est juste se tirer une balle dans le pied si on développe une économie maritime qui ne soit pas durable, puisque les acteurs qui seront les premiers concernés, rapidement, n'auront plus la ressource ou n'auront plus les possibilités d'eux. On imagine bien ce qui pourrait se passer si, en fait, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que l'on a fait à terre. Voilà ce que je veux dire. Si on veut se développer en mer, maritimement, il faut être soucieux de la ressource et la préserver, parce que, notamment, dans les questions de changement climatique, ça a un impact assez important. Bon, le poids du maritime, là je l'ai détaillé, et normalement dans le PowerPoint qui suit, vous allez voir, mais on va faire ça à toute vitesse, on va vraiment couper dans les virages, on détaille secteur par secteur, pour vous montrer ce que c'est que l'économie maritime. Mais il y a une autre façon de voir ce que c'est que l'économie maritime. On imagine qu'il y a un esprit très malicieux qui va aller au fond de la mer quelque part, trouver le bouchon, puis l'enlever. Et puis il va enlever le bouchon, vous savez, comme dans votre baignoire, et tout se vide, il n'y a plus d'eau.
Et ben voilà, et on se dit quelles sont les professions, quels sont les secteurs économiques qui sont immédiatement impactés. Alors on pense bien sûr au transport maritime, on pense bien sûr à la pêche, on pense bien sûr au tourisme, mais on pense aussi aux avocats qui travaillent pour les questions maritimes, aux assureurs, aux banques, aux centres de formation. Vous voyez, donc l'économie maritime, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ce que l'on peut immédiatement imaginer. Et là, je vous parle des économies traditionnelles, celles que l'on connaît, mais il y a aussi les économies émergentes, les secteurs économiques émergents. Donc, voyez, là, c'est pour vous dire tout ce à quoi on ne pense pas forcément. Et puis, on va aller très très vite. Alors, la flotte de commerce, vous connaissez. Je passe, les ports, c'est pas la peine. La construction navale, hein. Mais vous avez tout ce qui est, on va aller directement là-dedans, les énergies marines renouvelables, par exemple. Les énergies marines renouvelables, pour l'instant, c'est très peu, mais ça va venir. Il y en a qui se développent, notamment en Polynésie. Il y a l'énergie thermique des mers, en Martinique, sur les côtes de l'Hexagone, un peu d'éolien. Voilà. Et donc ça, c'est des trucs qui ne se développeront pas si on ne les aide pas. Les ressources marines, c'est un réservoir de recherche stratégique essentiel tant aux industries qu'à notre vie quotidienne. Quand on parle de ressources marines, c'est bien sûr, on va dire les bioressources, mais c'est aussi ce qu'il y a dans le fond des mers. On va y arriver, là, vous voyez. Bon, défense, action de l'État en mer. Je vais très vite parce que je pense qu'il faut qu'on passe rapidement au débat. La formation, tout ce qui est école liée au maritime, eh ben, si on développe l'économie maritime, il va falloir développer la formation, et donc on développe des richesses, et donc on développe de l'emploi. On développe une chaîne de valeur. Et alors après, tous ces métiers associés qui sont le courtage, les banques, la finance, les assurances, la sécurité, l'environnement, le droit. Le droit, mais l'ambassadeur en parlera beaucoup plus avant que moi, les conseils, les expertises, les logistiques marines, les services informatiques et électroniques, vous voyez, les acteurs économiques locaux, la culture et le rayonnement, et tout ce qui est aussi médias. Et là, on va s'arrêter un petit peu. Donc on a passé à toute vitesse, et pardon de le faire, mais je crois que dans la configuration qui est la nôtre ce soir, ça vaut le coup d'aller un peu vite là-dessus. Après, il y a aussi les défis du monde maritime, ceux qui arrivent demain, et qu'il nous faut essayer de réussir. Alors le premier, c'est la richesse des grands fonds marins. Il se trouve, mais là je parle alors vraiment très prudemment parce que j'ai des grands spécialistes devant moi et donc je risque de dire des bêtises, mais les minerais, les terres rares, les métaux précieux, aujourd'hui on va les chercher à terre, beaucoup du côté de l'Asie, avec des concentrations assez faibles. Et ce sont des minerais stratégiques. Hein. Tous, on a dans notre poche un iPhone. Si on n'a pas ces minerais, il n'y aura pas d'iPhone. Et on ne les possède pas. Enfin, on ne les maîtrise pas. Alors que des explorations, des analyses montrent que le sous-sol marin, le sous-sol marin, de différentes manières, à différents endroits, est riche de ces minerais. À concentration vraisemblablement plus forte. Et les technologies pour l'extraire sont un peu compliquées, mais c'est un processus d'innovation et de développement. Et il se trouve qu'un bon nombre est dans la zone économique exclusive de notre pays, et que donc là, on en a la souveraineté. Donc on voit immédiatement, à une échéance d'une dizaine, vingtaine d'années, qu'il peut y avoir un renversement, je dirais, des pays qui maîtrisent l'approvisionnement en matière stratégique. Donc c'est un défi qu'il nous faut résoudre, parce qu'il faut le résoudre comment ? Il faut le résoudre en étant capable d'aller extraire les matières nécessaires, mais évidemment dans une exploitation durable, c'est-à-dire avec des technologies qui limitent ou voire qui lissent les impacts d'exploration puis d'exploitation. Le deuxième défi, c'est les plateformes maritimes multi-usages.
c'est le concept de l'île artificielle. Il se trouve que, on l'a vu, l'espace à terre est très restreint, de plus en plus. Les populations veulent vivre sur le littoral, de plus en plus. Et faisant cela, il repousse les possibilités d'activité industrielle nécessaires du littoral et de moins en moins acceptable, on va dire, une acceptation sociétale difficile. Et donc on peut imaginer que, à l'horizon d'une vingtaine d'années, il y aura ces espèces de plateformes modulaires, ancrées, pas ancrées, posées, à positionnement dynamique, dans lesquelles on fera ces choses qu'on ne peut plus faire à terre ou qu'on ne doit pas faire à terre. Et on peut imaginer, vous voyez sur le dessin, du débarquement de vrac, de matière en vrac, du transbordement de conteneurs, des data centers là-bas, de l'aquaculture dans le cercle qui est là-bas, des énergies marines, là c'est des éoliennes flottantes là-bas dans le coin, un peu de tourisme ici dans cette espèce d'hôtel, et avec des liaisons vers la Terre avec des plus petits navires. Donc ça pose tout un tas de problèmes technologiques, ça pose tout un tas de problèmes réglementaires et juridiques, mais il est vraisemblable que nous connaîtrons ça dans une vingtaine d'années. Et la France, là encore, a toutes les capacités, tant en construction qu'en exploitation, pour être parmi les premiers acteurs mondiaux de cette affaire. C'est toujours la même histoire, hein, puisque là on reprend un peu la photo, et puis vous voyez, après vous avez, donc on peut imaginer que vous avez une exploration de minerais, une mine sous-marine, qui remonte sur un FPSO, qui vient alimenter, et qui, enfin vous voyez, tout ça, c'est des activités, c'est une chaîne industrielle qu'il faudra développer en mer. La nouvelle gouvernance des océans, je fais un immense saut dessus parce que l'ambassadeur chargé des océans vous en parlera beaucoup mieux que moi. Tout ceci doit se faire, je vous l'ai dit, dès le départ, dans une acceptabilité sociale des activités maritimes, puisque il faut qu'en même temps, la ressource, les océans soient préservés. Donc là, ça nécessite beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, et donc la science océanographique sera évidemment sollicitée au premier plan de l'activité. Et il peut y avoir, par exemple, ici, en Nouvelle-Calédonie, un centre international de recherche sur la science et l'innovation océanographique. Il y a tout le territoire est, je dirais presque, fait pour ça. Et puis il y a des grands projets qui font rêver, mais il faut toujours faire rêver parce que sinon on perd le souffle, on perd l'optimisme. Les grands projets, c'est Sea Orbiter, cette espèce de station un peu spatiale, mais finalement qui navigue entre océan et air, qui dérive dans les océans et qui va faire des analyses tant météorologiques que courantologiques, que sur la faune, la flore, etc. Il peut y avoir aussi, et c'est un élément très important, le tourisme, avec ce projet de paquebot France, qui c'est un paquebot ambassadeur du luxe français et qui saurait montrer que la France est de retour sur les mers dans un cadre de croisière. Des cargos à voile, puisque il faudra bien décarboner les énergies et donc le retour de la voile est envisageable, avec même des solutions telles l'hydroptère, vous savez, ce voilier qui navigue sur des foils et qui monte quasiment à 30 nœuds avec 10 nœuds de vent. Donc là encore, vous avez des technologies à mettre au point, et la France possède ces technologies. Et puis le tourisme et la croisière, bien sûr. Hein, et bon, je me suis amusé à mettre en perspective le Titanic, qui était le plus grand paquebot du monde à l'époque. Bon, il n'a pas eu une carrière très heureuse, mais le France a eu une carrière un peu plus heureuse. Le Queen Mary était encore très récemment l'un des plus grands bateaux. Vous voyez, l'Harmony of the Seas. Et ça continue et ça grossit, donc ce gigantisme. Et puis tout ce qui est tourisme littoral et côtier. Et là encore, évidemment, on est très très bien placé. Donc j'ai brossé à toute vitesse, mais je voudrais terminer par cette diapo que j'aime bien, qui a été réalisée par la NASA, parce que tout ça, ça se passe sur les océans, et les océans, ils sont très fragiles, et donc cette obligation de développement durable, elle est symbolisée pour moi dans cette diapo. Ils se sont amusés, à la NASA, à extraire l'eau des océans, et vous voyez, c'est la grosse boule bleue. Ça représente la totalité de la masse d'eau des océans quand elle est extraite de la planète.
Et à côté, vous avez une petite boule bleue qui est un peu plus petite. Ça, c'est la totalité des glaciers, quand ils auront fondu. Pas beaucoup non plus. Et vous avez encore plus petit, en dessous, une toute petite boule bleue, ça c'est la totalité des fleuves. Et donc on voit que même si 70% de la planète c'est de l'eau, finalement ça fait très peu, puisque la pellicule est assez fine finalement. Et donc c'est une richesse extraordinaire, un peu comme de l'or, un peu comme du mercure, mais il faut le préserver pour savoir le travailler et en faire un joyau de notre économie. Et voilà, j'ai fini là-dessus. Donc j'ai été en vrac, en détail, à toute vitesse, vous n'avez rien compris. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, merci. Donc bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Donc moi je m'appelle Marlène Desgremont, je suis doctorante en anthropologie à l'IRD et je travaille sur la gouvernance des espaces marins en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et je souhaitais vous demander en fait, à vous et à monsieur l'ambassadeur aussi, quel regard vous portez en fait sur le projet de grande aire marine protégée du parc de la mer de Corail ici et aussi en Polynésie, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent actuellement. Donc je voulais simplement avoir votre avis sur ce type de projet. Alors, sur les aires marines protégées, je dirais que, alors je ne vais pas parler de la mer de Corail forcément ou d'autres endroits, puisque après il y a des particularités locales qui m'échappent. Je suis arrivé lundi soir, je repars ce soir, donc je n'ai pas encore tout compris, mais je reviendrai. Non, je pense que d'abord ce terme d'aire marine protégée, c'est bien, parce que ce n'est pas quelque chose de défini. Ce qui est important pour les acteurs de l'économie maritime, qui sont convaincus de l'utilité, de la nécessité de ces aires marines protégées, mais qu'elles soient protégées mais pas sanctuarisées. C'est-à-dire qu'on puisse y faire des activités économiques, qui même à mon avis sont, je dirais, presque salutaires pour un certain nombre d'éléments de cette aire marine protégée, mais qu'on puisse les faire avec le respect évidemment nécessaire des réglementations, des chartes de bonne conduite, etc. Mais on voit bien que sanctuariser une aire où on ne peut rien faire, même si intellectuellement ça peut paraître satisfaisant immédiatement, mais après qu'est-ce qu'on fait? And so what? Tandis que si on se dit, voilà un bien, et j'ai eu le plaisir en début d'après-midi de survoler toute la partie sud de l'île, c'était absolument extraordinaire, hein, j'en ai plein les yeux, et on se dit, ça c'est pas possible de l'abîmer. Ça c'est clair, c'est pas possible de l'abîmer, ça serait un crime. Mais en même temps, quand on voit aussi le territoire, on se dit, c'est pas possible de ne pas le développer. Alors, je vais évidemment très vite dans cette réponse, et j'imagine bien que vous auriez préféré un peu plus précis, mais en gros, c'est ça. Il faut développer, mais il faut protéger. Et ça s'appelle le développement durable, c'est tout. Mais le développement durable, c'est deux fléaux de la balance, il faut que ça soit en équilibre. Ça vous va comme ça? Pourquoi avoir mis le choix d'un homard pour illustrer l'acceptation? Pourquoi avoir mis le choix d'un homard? Choisi l'image d'un homard pour illustrer. Parce que mon équipe qui a préparé le PowerPoint a mis un homard. Voilà. Hein, maintenant, si vraiment vous voulez autre chose, moi je trouve ça bien. Oui. C'est pas vraiment une question, mais bon, comme vous dites, on est entre nous, donc. Vous étiez hier. Oui, mais voilà, là je vais parler. Là c'est le citoyen qui parle. Là. Non, c'est pas vraiment sur les pirogues, c'est sur les grands projets. Les grands projets, je ne sais pas comment formuler la question, mais bon, on connaît tous la politique de grands travaux, entreprises par la France, et souvent à l'initiative de la présidence, j'imagine, sûrement, en tout cas de mémoire, voilà, Bastille, tout ça, la République. Et je me demande, à chaque fois, c'est des grands travaux terrestres. Là, vous nous avez parlé de grands projets. Est-ce que ce sont des projets à l'initiative de qui? Du public, du privé? Et pourquoi voilà, la France culturelle, on va dire, là on parlait de la France du luxe, un luxe d'ailleurs qui est très... ouais. Est-ce que,
Oui, pourquoi ne pas investir l'océan aussi d'une manière culturelle? Voilà. Alors, vous avez vu, bon, je suis passé très vite, hein, mais j'ai pas quand même parlé du rayonnement de l'histoire, la culture. Je crois que déjà, il faut aussi, alors voilà, c'est de la philosophie, pas tout à fait du café du commerce, mais quand même, je crois que notre pays a un passé, une histoire, un patrimoine humaniste qui nous donne une vision du développement économique qui n'est pas tout à fait le même que d'autres pays, avec d'autres histoires et d'autres comportements. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un patrimoine qu'il faut préserver et développer. Donc ça fait partie, le rayonnement en fait partie, les musées de la marine qui sont à droite et à gauche font partie de ça. Alors, demain, il y aura peut-être un musée de la marine au fond de l'eau, mais là, c'est vraiment dans les projets un peu lointains. Maintenant, si vous voulez vraiment, dans mes rêves où je me fais vraiment plaisir, je reviens quelques décennies en arrière et on parle de plan. Quand la France a décidé le Concorde, quand la France a décidé le France, quand la France a décidé la conquête spatiale, c'était des plans. Donc l'État a décidé, voilà, demain, après-demain, dans 10 ans, on aura le TGV. Et on met tout le monde en ligne, on met les capitaux et on avance. Ça serait merveilleux si on pouvait faire ça. Bon, il se trouve que le monde a un peu évolué et que donc c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je sous-entends par là, et c'est la question que vous sous-tendez, vous aussi, c'est que tout grand projet maritime ne peut pas se faire que par le privé et ne peut pas se faire que par le public. Et donc on est obligé de mettre ensemble, public, privé, dans une structure de décision opérationnelle, de partenariat, on appelle ça comme on veut. Mais on sait que c'est très capitalistique au départ, parce que ça coûte cher. Pour aller en mer, c'est toujours plus cher que d'aller à terre. Ça, le premier homme qui a coupé un arbre et qui l'a évidé pour monter dedans et partir sur l'eau, il a fallu qu'il coupe son arbre et il a fallu qu'il l'évide. Donc ça lui a coûté de l'énergie, ça lui a coûté un outil et voilà. Bon, maintenant, depuis, on a un peu progressé. Mais globalement, c'est toujours plus cher d'aller en mer que de rester à terre. Et donc, on a besoin du soutien des politiques publiques. Alors, d'abord, c'est un soutien fort politique, une décision, un choix, une stratégie. Et puis après, c'est aussi de l'argent de démarrage, des capitaux de démarrage, qui après sont relayés par le privé lorsque le projet est plus mature et commence à pouvoir avoir un retour sur investissement intéressant. Mais on ne pourra pas se passer d'une stratégie, alors nationale, pas nationale, régionale, maritime, ça c'est clair. Alors, tout le monde dit qu'on va la faire, mais on va la faire. Mais pour l'instant, on ne la fait pas. Oui ? Du coup, le sujet était sur le cluster maritime français, mais où est-ce qu'on se situe à l'international, en fait, au niveau du développement économique maritime, les Français par rapport au reste de l'économie mondiale? On n'est pas au niveau que la ZEE pourrait nous faire imaginer. Voilà, ça c'est clair. Beaucoup de pays sont à des niveaux inégaux de stratégie maritime. Certains l'ont, s'en sont dotés, d'autres pas encore. Bon, on est un peu tous sur la ligne de départ. Alors il y en a quelques-uns qui sont un peu avancés, mais vous avez vu, c'est quand même des horizons lointains. Et donc, je dirais, même si on est un tout petit peu en retard dans certains domaines, on peut rattraper, on peut capitaliser, parce que justement on a les atouts, parce que justement on a le terrain de jeu. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Le jour, alors j'extrapole très loin, mais le jour où il y aura une exploitation industrielle des minerais et des grands fonds, et il y en aura une, qu'on le veuille ou non, il y en aura une. Alors après, encore une fois, il faut que ça soit fait dans le respect de l'environnement le plus parfait. Mais il y en aura une. Ce jour-là, notre zone économique exclusive, elle est à nous. Et donc, si on a été suffisamment, grâce à des plans, grâce à des investissements, capable d'avoir une filière française, forcément, ça sera la première. Bon. Mais on est en train d'y travailler. Enfin, en tout cas, le cluster maritime français, et le cluster maritime calédonien et le cluster maritime polynésien y travaillent. Ma question, c'était donc, j'ai bien compris le poids de l'industrie maritime en France. Et du coup, comment est-ce que vous expliquez que dans le débat politique,
que les politiciens en fait se sont très peu emparés de cette question-là. Bon, on voit un petit peu qu'il y a des discours qui s'y rattachent. Je pense notamment à Mélenchon qui s'est saisi de cette question-là. Et justement, comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu plus de personnes qui se soient emparées de cette question-là dans le débat public? Alors, je ne suis pas persuadé d'avoir toutes les explications, mais je peux donner quelques éléments de réponse, du moins qui me semblent à moi. D'abord, bon, je parle pour la France, hein. Ça ne vous aura pas échappé que depuis un certain nombre de décennies, tous les présidents de la République sont issus du centre de la France, même de villages assez improbables. Si quelqu'un sait où est Montboudif, c'est bon. Donc, sous cette plaisanterie, il y a quand même une réalité. Nos politiques, à très peu près, ne sont pas des marins ou des gens intéressés par la mer. Quand vous en avez un qui est intéressé par la mer, par exemple un ministre de la Défense actuel, regardez ce qu'il a réussi à faire en termes de rayonnement de l'industrie de construction navale de défense française. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il a un attrait pour la mer, bon, c'est la Bretagne, etc. Et voilà. Bon, donc c'est une première explication. La deuxième explication, qui est sans doute la plus vraisemblable, c'est qu'il n'y avait pas les clusters maritimes. Mais maintenant, ça va changer. Non, en plaisantant à peine, je trouve que ça bouge. Depuis 3, 4, 5 ans, ça bouge. Le gouvernement actuel il y a quand même eu un président de la République qui, depuis des années, n'était pas venu baptiser un navire. Hollande, il en a baptisé 2. Bon, ça se trouve, enfin voilà. Il y a eu deux comités interministériels de la mer dans ce quinquennat. Il y a une proposition de loi pour l'économie de bleu qui vient de passer. Donc on ne peut pas dire que rien ne bouge. Alors après, ça ne va jamais assez vite, ça ne va jamais assez loin, c'est jamais assez cohérent, mais ça va venir. Je peux faire pas besoin de faire une remarque concernant cette question qui peut aussi rebondir sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Bon, parce que en Polynésie, la conscience de la mer elle est factuelle. Qu'il y ait des ministres chargés de la mer, elle est plus factuelle qu'ici. Des ministres chargés de la mer, il y en a eu du développement des archipels, etc. Ici, je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric, je pense que c'est parce qu'il y a un cluster maritime et qu'il s'est passé quelques éléments très récents que les politiques se disent « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Parce qu'ils étaient dans le nickel à fond, et le reste, ils voyaient la mer parce qu'elle est là, mais moi je fais la remarque, ils regardent passer les paquebots, mais ils les regardent passer, on regarde les bateaux passer. Et alors qu'il faut les prendre en main et il faut s'occuper de ça beaucoup plus sérieusement qu'ils l'ont fait jusqu'à présent, et je crois que la prise de conscience est en train de partir. Donc il faut leur parler de la mer de toute manière. Il faut communiquer beaucoup plus sur la mer et on n'en a pas, vraisemblablement, on n'a pas assez communiqué sur ses richesses, sa fragilité, ses perspectives. C'est quelque chose que moi je me plais toujours à rappeler, en particulier aux jeunes. Vous avez passé 9 mois dans le ventre de votre maman, et vous avez baigné dans le liquide amniotique, et le liquide amniotique c'est de l'eau de mer diluée 3 fois. C'est exactement la composition de l'eau de mer, mais diluée 3 fois. Quand on vous prend votre sang, vous avez les proportions d'oligo-éléments qui sont ceux qu'on retrouve dans l'eau de mer. Et quand vous aviez 4 semaines, vous aviez des branchies de petits fœtus, et c'est l'équivalent d'un fœtus de poisson. Ça veut dire qu'en fait, on vient de la mer. Hein. La vie, elle est née dans la mer aussi. Et c'est pour ça qu'elle est respectable, à mon avis. Parce que, voilà, enfin, je clôt juste ce petit débat, mais il peut être intéressant à considérer. C'est peut-être aussi parce que les océans, c'est devenu un enjeu mondial. C'est pour ça qu'il y a un ambassadeur chargé, que le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères a nommé un ambassadeur chargé des océans. Avant, il n'y en avait pas, n'est-ce pas? Oui.
Est-ce qu'il serait possible d'expliquer le cluster pour les néophytes, pour les gens qui... C'est pas une mauvaise idée. Comment on traduit cluster en français? Alors, déjà, c'est une... Alors, cluster. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster? Tout cluster, en anglais, c'est agrégé. Donc, le choix possible aurait été de dire, nous allons créer un agrégat maritime. Nous allons créer un amas maritime. C'est pas très joli. Alors qu'un cluster, ça parle plutôt bien. Mais il y a d'autres clusters, hein, voilà. Et puis quand même, on se dit, cluster, ça va faire le coup, puisque c'est un vieux mot français anglicisé. Ça vient de cloître. En espagnol, un cloître, ça se dit claustro. On n'est pas très loin non plus. Hein. Donc, on se met tous ensemble dans notre cloître, on réfléchit pour faire émerger une croyance, une croissance bleue. Donc voilà pourquoi cluster. Après, ce que c'est qu'un cluster, c'est ça. C'est-à-dire que le cluster maritime, vous avez de tout temps des organisations professionnelles verticales, les armateurs, les pêcheurs, les plaisanciers, le nautisme, la construction navale, etc., etc. Et ces gens-là travaillent en vertical et ne parlent pas aux autres. Et donc, ignorent l'autre monde, ignorent les capacités d'interaction, les capacités de mixage, les capacités de synergie. Et cette idée de cluster, qui est maritime ou autre, tous les clusters se disent, mais finalement, si on réfléchissait aussi en transversal, aussi en horizontal, si le pêcheur parlait au plaisancier qui lui-même parlait à la marine nationale. Moi, quand j'ai commencé comme officier de la marine marchande, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années, les marins marchands ne parlaient pas aux marins militaires, parce que d'abord, ils ne savaient pas naviguer. Et les marins marchands ne parlaient pas aux pêcheurs, parce que d'abord, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Bon. En plaisantant un peu, c'est ça. Et alors que maintenant, moi je suis frappé dans les réunions que j'organise à Paris avec tous les membres, le pêcheur parle à l'avocat maritimiste, lequel parle au patron du chantier de Saint-Nazaire, etc. C'est extraordinaire. Il y a une synergie. Et on s'aperçoit qu'on a tous quand même un dénominateur commun, ce fameuse eau de mer dans laquelle on baigne. Et je crois qu'on peut le dire comme ça, tous les gens qui travaillent dans la mer, à côté de la mer, au-dessus de la mer ou pour la mer, ont quand même un engagement, ont quand même une vision un peu plus large que parfois quand on peut travailler dans d'autres secteurs très, très fermés. La mer, ça ouvre l'esprit. La mer, ça donne des visions, ça donne la vision. Et donc, voilà pourquoi les clusters maritimes marchent plutôt mieux que les autres clusters industriels. La réponse vous va ? Et qu'est-ce qui caractérise celui de la Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qu'on trouve en Europe, en proximité des côtes françaises ? Alors, un cluster, il n'a de sens que s'il est sur un territoire, parce que les territoires sont différents. Donc ce qui marche au cluster maritime français à Paris marche parce que il est auprès des ministères, il est auprès des parlementaires, il a toutes les organisations professionnelles autour, et donc c'est un travail de réseau central, on va dire. Mais l'action du cluster maritime français dans les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou autres serait nulle. Sauf à passer quelques coups de fil, ce qui n'offre pas d'intérêt. Par contre, dans le territoire, on a la même nécessité de réseautage, mais au niveau du territoire, avec les gens qui se connaissent, avec les acteurs présents. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas dire il y a le cluster maritime, point final. Il y a le cluster maritime français qui est à Paris, et puis il y a, et c'est pas des filiales, et c'est pas il n'y a pas de hiérarchie. Il y a le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, il y a le cluster maritime de Polynésie française, il y a le cluster maritime de Martinique, de La Réunion, etc. Et ceux-là travaillent sur leur territoire. Et il se trouve que notre État est un État qui, pour l'instant encore, est assez centralisé, et donc il est nécessaire d'avoir un relais. Et donc, le relais, il va vers le cluster central qui est à Paris. Mais c'est juste un relais. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est, et là c'est évidemment sans flagornerie aucune, que les deux clusters pacifiques sont extrêmement actifs. En très peu de temps, en moins de 2 ans.
avec des projets dans tous les sens. Quand on voit les états généraux de la mer qui viennent de se tenir, certains y étaient, il y a eu pendant 2 jours à peu près 200 personnes qui sont venues, qui ont été sérieux, qui ont écouté, qui ont posé des questions, il y a eu des débats, il y a un rapport de synthèse, t'en as pas là, mais il fait 300 pages, tout ça en moins de 2 ans. Et à la limite, un rapport comme celui-ci, 26 fiches sur tout un tas de sujets, s'il avait fallu le faire établir par un cabinet de consultants, ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup moins fouillé et beaucoup plus cher. 2014. On aura 2 ans. Donc voilà, quelque part c'est aussi parce que ce sont des bénévoles. Nous sommes tous des bénévoles et des passionnés. Ce sont des bénévoles qui se réunissent et qui ont la conviction que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il est en mer. S'il fallait caractériser le cluster maritime Nouvelle-Calédonie, c'est ça. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie est en mer. Donc il faut que des gens spécialistes du milieu se prennent par la main et disent maintenant on y va. En ce qui concerne les 2 clusters, par rapport aux autres, on a vraisemblablement des terrains de jeu avec de grandes zones économiques exclusives qui sont assez exceptionnelles. Et puis il ne faut pas perdre de vue, moi je le répète toujours aux politiques, qui ça y est maintenant reprennent ça, c'est qu'en fait la Nouvelle-Calédonie, il y a 98% du pays qui est sous la mer. Et qu'en fait on s'est occupé pour le moment que des 2%. Donc ça les fait effectivement réagir un peu. Ces 98%, c'est de l'eau, mais il y a aussi un fond, donc il y a des richesses vraisemblables. Et il faut le regarder de beaucoup plus près, le considérer maintenant. Voilà. Je peux dire, Bien sûr. Passe le micro. Non, c'est pas là. Vas-y, pardon. En fait, je trouve qu'il y a une chose que c'est très intéressant. Vous étiez hier là-bas, aux États généraux. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et vous demandez qu'est-ce que c'était un cluster. Un cluster, c'est vrai, toutes les choses qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais il y a aussi une composante, on va dire, d'entreprise. Notre vraie force sont les entreprises qui sont dans le cluster, qui travaillent ensemble. Les questions qui se posent sont toujours des questions transversales. On découvre ensemble de nouveaux endroits où on peut croître. Et c'est ça la vraie, enfin, l'idée du cluster. Hier, et c'est pour ça que j'ai pris la parole, parce qu'il me paraît intéressant de fixer cette chose. Hier, une de nos associés, une de nos membres, disait, il a pris la parole, il a dit, écoutez, quand je suis arrivé aujourd'hui ici, depuis, c'est le 2e jour de réunion, avec mes associés, j'étais convaincu qu'il faudra peut-être licencier 2 personnes. Aujourd'hui, après 2 jours de réunion, je vais attendre de les licencier, au moins de voir qu'est-ce qui va se passer juste l'année prochaine. Je pense que c'est très important la chose qu'il a dit. Il a récupéré d'une certaine façon l'espoir et la confiance dans son métier, dans son entreprise et en cette économie de la mer. Et on a gagné, en tout cas, qu'il y a 2 personnes qui vont conserver son emploi. C'est ça la chose qu'il faut vraiment, je pense, que tenir en compte. Un cluster sert à que les entreprises prennent la confiance et prennent l'engagement de mettre l'économie en avant et de sauver et de créer des emplois et de créer de la richesse. Merci. Moi j'ai encore une petite question. Moi j'en avais une petite. C'est vrai que le cluster pour moi reste un peu flou dans son terme générique. Je voulais savoir si c'était un moyen de s'attaquer aux ressources maritimes ou de préserver les ressources maritimes. Comment se situe en fait l'action que vous menez par rapport
par rapport à la nature Alors, si, votre question est très claire et je crois qu'on peut y répondre de la manière suivante. La protection de la ressource maritime est elle-même génératrice d'activité économique. Donc ça veut dire que par l'activité économique, on développera des systèmes de protection de l'environnement, qui peuvent être des systèmes satellitaires, qui peuvent être des systèmes des analyses, des systèmes scientifiques. On développera par cette protection des activités économiques du tourisme, qui sont du traitement de l'eau, du traitement des bioressources, des choses comme ça. Donc c'est forcément imbriqué. Et cette imbrication, elle a... c'est ce qu'on appelle la croissance bleue. La croissance bleue, pour moi, ça a 2 piliers et un lien. Un pilier, c'est l'économie maritime, donc c'est les acteurs économiques de l'économie maritime, et je vous ai montré que c'est extrêmement varié. Mais ils ne peuvent pas avancer dans cette croissance bleue s'il n'y a pas en même temps la conscience, la protection, la préservation du milieu et de l'environnement. Puisque, extrapolons les choses, le jour où les pêcheurs auront tout pêché, ben, il n'y aura plus de pêcheurs. Donc si on veut avoir des pêcheurs dans un siècle, il ne faut pas qu'ils pêchent tout. Et puis, pour pas qu'ils pêchent tout, il faut aussi qu'ils sachent quelle est la ressource, quelle est la limite, comment faire, comment utiliser les meilleurs outils. Et ça, c'est la science qui fait le pont entre les deux. La science océanographique, la science du vivant, la science du maritime. Et on ne peut pas avoir les uns sans les autres. Et il y a un élément qu'il faut avoir en compte, et vous le disiez très bien, les océans sont de plus en plus sur le devant de la scène. Regardons, il y a quelques dizaines d'années, quel pays avait des flottes océanographiques ? La France, leader mondial. D'autres, très peu. Aujourd'hui, des pays comme la Chine, comme l'Inde, font construire et s'équipent de flottes océanographiques. Il y a sans doute une raison derrière. La raison, elle est évidente, c'est les océans vont arriver au premier rang et vont devenir un vecteur économique majeur. Et donc, cette indication montre que la prise de conscience est là, et encore une fois, il ne faut pas qu'on se laisse distancer. Encore une fois, il faut que la position de leader française dans la recherche océanographique, c'est quand même la France, et là je parle sous le couvert de Lionel qui connaît ça beaucoup mieux que moi, qui a inventé la science océanographique. Le CNEXO, c'est français. Hein, il n'y en avait pas ailleurs. Cousteau, pour les plus anciens qui savent encore qui était Cousteau. L'autre jour, j'ai fait une conférence dans une école. Quand j'ai parlé de Cousteau, je n'ai pas fait un grand succès. Hein. Donc, mais voilà, c'est un bien précieux qu'il faut développer. En fait, il y a 2 pays qui ont mis en place des structures de recherche appliquées, transversales à la mer, c'est-à-dire avec toutes les disciplines. C'est effectivement le CNEXO qui est devenu l'IFREMER, une fois qu'il a eu fusionné avec l'Institut des pêches maritimes. Et c'est la NOAA aux États-Unis qui, en plus de l'océan, elle a l'atmosphère, c'est-à-dire la météo en fait. Et d'ailleurs, c'est pas du tout illogique puisque la relation entre l'océan et l'atmosphère, c'est le climat et la bonne compréhension au sein d'une même entité n'est pas illogique. Mais les autres pays ont des instituts, mais qui sont soit sur les pêches, soit sur la biologie, ou soit la physique, etc., ou des universités, mais pas d'instituts complètement transversal. Ils sont en train de commencer à s'en monter. Le Japon en particulier j'ai oublié de le citer, tout à fait. A beaucoup évolué sur ces notions-là. C'est sous couvert de scientifiques qui pêchent aussi en parallèle. Oui, alors après, bon. Ah, mais ça, c'est autre chose. De toute façon, on n'est pas dans un... Oui, Stéphane. C'est par rapport à cette question d'exploitation et de préservation. Je pense que la France aussi, qui aime bien s'autoflageller, mais si on regarde le développement d'un certain nombre de filières, et notamment de filières maritimes,
même pendant tout le XXe siècle, la France n'a pas fait partie de ces pays qui ont exploité à outrance même les ressources terrestres dont elle disposait. On a eu, avant d'autres, une gestion raisonnée des espaces ruraux, des forêts, etc. Si on prend nos deux territoires, on a des pêches aujourd'hui à la Seine qui sont des pêches parmi les plus responsables et équilibrées dans le Pacifique, c'est sûr. Dans le Pacifique, oui, voilà. On ne fait pas de pêche à la Seine, on ne fait pas n'importe quoi. Enfin, voilà. Et nos zones, quelque part, sont déjà des zones préservées ou gérées avec cette vision-là, parce que, comme le disait Frédéric au tout début, ça fait aussi partie de notre culture et de notre culture des développements, on va dire, post-industriels, quoi. Et puis par rapport à la préservation et par rapport aux aires marines gérées, pour qu'elles puissent être gérées, pour qu'on puisse avoir les moyens de cette gestion, il faut effectivement qu'il y ait une exploitation. Il faut effectivement qu'il y ait une activité. Sinon, si ce sont des réserves intégrales, où va-t-on trouver les moyens de la préservation et de la gestion ? Ce seront forcément des moyens publics, mais c'est un tonneau sans fond si on ne fait que ça. Donc on a besoin de pouvoir allier les deux et d'avoir une activité responsable. Dans tous les atolls de Polynésie, où il y a une espèce de gestion centenaire des espaces, intuitive, on va dire, des raouis ou traditionnels, c'est pas en interdisant l'activité, ou alors juste quelques périodes dans l'année, mais voilà, il y a une raison gardée dans l'approche de ces milieux. Et puis le dernier point, c'est que pour celles et ceux qui ont un minimum de culture maritime ou le mal de mer, ils savent qu'il est extrêmement difficile, sans doute impossible, de contrôler, de maîtriser la mer comme on a pu le faire de la terre. Donc il y a une humilité aussi vis-à-vis de cet élément-là, de cet espace-là, et donc il y a une prudence dans l'approche et dans le regard. Donc voilà, je pense qu'un vrai bon développement vis-à-vis de la mer sera forcément un développement raisonné. Et c'est important également qu'on ait une diplomatie de la mer. Peut-être que monsieur l'ambassadeur en dira quelques mots, parce que ce n'est pas le cas effectivement de tous les pays dans le monde. Donc là aussi, la France a joué pour partager cette culture et ce regard sur les choses. Il peut y avoir une ambiguïté sur l'utilisation ou le contrôle des ressources pour effectuer des pêches ou parler du Japon. Ils peuvent effectivement mettre en place des observatoires pour pouvoir mieux contrôler leurs ressources. Ça, de toute façon, on n'est pas non plus dans un monde soit idéal, soit de bisounours. Hein. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la France, encore une fois, par sa culture, par son histoire, etc., a sans doute une position très équilibrée, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit justement ne pas essayer de convaincre les autres pays de l'importance d'agir le plus durablement possible. Est-ce que vous avez des états généraux qui se déroulent justement à ce sujet, ou vous regroupez tous les pays Nous, alors, au niveau international, non, très franchement, non. On est en train de s'organiser au niveau européen. Le cluster maritime français, tous les ans, on fait les assises de l'économie maritime. Donc cette année, je vous y invite, si vous êtes libre, c'est le 8 et le 9 novembre à La Rochelle. Il y a à peu près 2000 personnes, mais c'est pas grand public, hein, c'est 2000 décideurs de l'économie maritime qui se réunissent pendant 2 jours et pour débattre des thèmes, etc. Il y a au niveau européen 17 clusters maritimes nationaux, 18 bientôt avec Malte. Donc on est en train de structurer un réseau des clusters maritimes européens, et donc on débouchera dans quelques années sur, là encore, une journée ou 2 jours d'états généraux des clusters maritimes européens. Si la maritimisation que je vous ai annoncée en tout début de mon propos, en disant le 21e siècle sera le plus maritime de l'humanité, il y aura un jour l'organisation internationale des clusters maritimes. Mais bon, c'est pas... Enfin, je reviendrai pour vous le présenter. Voilà. Plus une petite remarque qu'une question en fait, mais je pense que ça mérite d'être souligné. En fait, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que déjà dans le Pacifique, hier vous soulignez que chaque cluster en fait
a ses spécificités locales, selon qu'on soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, ou ailleurs dans le monde. C'est que donc les espaces maritimes dans le Pacifique, ce ne sont pas des espaces vierges, en fait, ils ont une signification pour les habitants depuis très longtemps, ils sont appropriés historiquement, culturellement, enfin, par beaucoup de vecteurs. Et donc là, en ce moment, on assiste un petit peu à une dynamique de réappropriation en fait, de ces espaces par les habitants et par la culture, en fait, avec la réhabilitation des savoirs locaux liés à l'océan. Et je pense que c'est vraiment intéressant en fait, de suivre un petit peu cette dynamique-là, parce que je pense que l'objectif, ce serait plutôt de faire converger des visions de l'océan qui soient à la fois pas déconnectées de ce que les habitants vivent par rapport à l'océan, parce qu'il est ancré dans l'histoire, il est ancré... Enfin, tout à l'heure, vous soulignez l'importance de la mer quand on est dans le ventre de sa mère, justement, mais pour les populations ici, c'est très, très important, très lourd de sens, et je pense que c'est un enjeu, en fait, qui mérite... d'être souligné, parce que on parle ici de souveraineté, et comme on est dans des territoires en voie d'autonomisation, il y a toujours un moment où l'océan, comme il y a beaucoup d'enjeux autour, cette réappropriation culturelle peut passer aussi par une reconnaissance du lien à l'océan et d'une souveraineté. Bon, c'est pas encore quelque chose de formalisé parce que c'est la France qui régit la ZE et tout ça, mais il y a cette espèce de dynamique de patrimonialisation culturelle de l'océan, et je pense que, enfin, je sais pas si vous l'abordez dans vos travaux respectifs, mais je pense que c'est intéressant. Voilà. Réponds Lionel, parce que là t'es sur ton terrain. Non, ce que je veux faire remarquer, c'est que c'est dans le Pacifique, bon, forcément, les migrations humaines d'Afrique vers l'Asie, l'Europe sont faites par la terre. En fait, ils ont marché, puis ils ont chassé, ils se sont déplacés. Il y en a qui ont traversé l'isthme entre la Sibérie et puis l'Amérique du Nord, parce qu'on pouvait passer à pied, puis qui ont conquis l'Amérique du Nord jusqu'au sud. Dans le Pacifique, c'est des îles et ils sont tous venus par la mer. Et ils ont des concepts que justement, nous, en tant qu'occidentaux, par exemple, on n'a pas. Dans toutes les questions de gestion, il y a une frontière au niveau de la mer, et puis on gère la terre d'un côté, on gère la mer de l'autre. Eux, ils ont très bien compris que la continuité entre le bassin versant et au moins jusqu'au récif, c'est le territoire. Le territoire, c'est ça. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que dans tout problème de gestion en particulier, il faut bien considérer cet ensemble-là. Donc on va retrouver avec ces approches, des approches traditionnelles qui existent chez nos coutumiers, par exemple, ici, qui sont venus en plus. C'était très intéressant de voir qu'ils sont venus à nos états généraux, et ils nous ont bien dit qu'ils nous accompagneraient vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire, en nous demandant d'être prudents, bien sûr, mais je pense qu'ils ont compris que notre démarche, c'est pas de l'économie comme on la faisait au 19e siècle, c'est-à-dire qu'en fait, on ramasse tout et puis après, on va chercher ailleurs. C'est pas ça du tout. Je sais pas si j'ai un peu répondu. C'est le dialogue, en fait, avec les coutumiers, justement, ils sont demandeurs aussi de ça. Ils veulent savoir ce qui va se passer là. On a besoin de savoir exactement pourquoi et comment ils ont eux-mêmes appris à gérer, et à gérer durablement. Et aussi les éduquer vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui sont ce que les technologies peuvent apporter, mais dans le sens du bien-être humain, voilà. De toute façon, je crois que l'évolution de nos sociétés, quelle qu'elle soit, font que rien ne peut se faire sans un minimum d'acceptation des populations locales, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Comme disait Lionel, le maître de forge du 19e siècle qui arrivait, qui coupait tout et qui repartait, c'est fini. Maintenant, on le voit notamment en France de ces jours-ci, pour faire passer une loi, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà. Donc il est nécessaire maintenant de parler, de discuter et de convaincre avant d'agir. Et le cluster, c'est ça aussi.
c'est ça aussi, parce que vous avez là un président qui est un entrepreneur, vous avez un cofondateur qui est plutôt un scientifique, vous avez la marine, vous avez... donc tous ces gens-là ont forcément des visions, des intérêts pas toujours identiques. Et donc ça ne peut avancer que s'il y a cette mixité. Je pense que même au-delà de convaincre ou de faire accepter, je pense qu'il faut aussi considérer ça comme un vrai atout Oui. même à développer, même sur le plan économique. Je pense que le patrimoine culturel de l'océan, c'est vraiment quelque chose de spécifique au Pacifique qui peut être un secteur touristique à développer. Bien sûr. On peut pas aborder toutes ces questions, mais monsieur là qui aime bien les pirogues, il faut quand même voir. Il est resté célèbre comme ça. Oui, il y a quand même des choses intéressantes qui sont de penser. De penser qu'il y a des hommes qui ont dû naviguer dans le Pacifique pour conquérir les îles et qui ont conçu des bateaux. Ils ont compris qu'il fallait 2 ou 3 coques de balancier, donc ils ont inventé le catamaran et le trimaran déjà. Ils avaient besoin de bateaux qui remontaient bien au vent parce que vous avez vu les alizés, quand vous allez dans un sens c'est bien, mais dans l'autre sens, il faut remonter, c'est pas facile. Et puis ils avaient même inventé la voile rigide justement. Or ces techniques-là, qui étaient inventées par empirisme d'une certaine manière, on les reprend et dans les bateaux des courses de l'Amerikas, les performances sont calquées avec des matériaux maintenant modernes, mais sur des technologies qui avaient été inventées par ces gens-là. Et donc moi je suis persuadé que dans le Pacifique, compte tenu du terrain de jeu spécifique, en développant de l'innovation, de la recherche et du pratique, on va trouver un tas de choses. Je vais prendre encore un petit exemple. On a cherché des bactéries marines qui se sont adaptées à des milieux difficiles. On appelle ça des bactéries extrémophiles. Ici, dans la mangrove, ou sur les zones où il n'y a pas de mangrove, qu'on appelle les tannes à côté de la mangrove, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là où il y a les bassins d'aquaculture à côté, eh bien, ce sont des milieux où il n'y a pas de vie, il n'y a rien, sauf des bactéries qui vivent là-dedans et qui arrivent à résister à des chocs thermiques entre le jour, la nuit, le froid, le chaud, le très salé, le dessalé, le soleil ou le pas soleil, les UV, etc. Et ces bactéries, elles ont appris à se défendre. Et bien, quand on arrive à les identifier et à les faire travailler, elles sécrètent des biomolécules, et en particulier des anti-vieillissements, par exemple. Donc vous voyez que... Et là, on ne détruit pas la nature en ayant piqué quelques bactéries qu'on fait reproduire. On ne détruit pas. Mais par contre, on peut en tirer quelque chose qui soit utile à l'homme, en santé ou autre chose. Il y a d'autres applications. Bon, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est pour dire qu'il y a un terrain de jeu assez extraordinaire et que le grand océan, le grand océan Pacifique, devrait pouvoir, si en le traitant bien aussi, nous apporter beaucoup de bienfaits. Merci. Mais en fait,